On se demandait qui allait gagner la présidentielle 2022, mais on savait dès le début qui allait la perdre. Le peuple. On le savait dès le second tour et même dès le premier tour, parce que parmi les 12 candidats qui étaient candidats au premier tour, il n'y en a qu'un seul qui s'est engagé de façon crédible à véritablement donner le pouvoir au peuple. Or, les malheurs que subissent les Français sont en large partie dus au fait que les décisions politiques sont prises par une pseudo-élite et que les citoyens ne peuvent pas décider eux-mêmes sur des questions politiques, ils peuvent seulement élire des représentants. Or, la présidentielle, c'est la voie la moins difficile pour faire de la France une démocratie digne de ce nom. Donc, puisque ça a été un échec en 2022, il va falloir, eh bien, certes explorer d'autres voies, mais surtout préparer l'élection présidentielle de 2027 pour pouvoir cette fois-là obtenir la démocratie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 pistes qui vous permettront de contribuer à ce qu'il soit possible en 2027 pour les Français d'obtenir que la France devienne une démocratie digne de ce nom. Mais pour commencer, je vais préciser 2 points. D'abord, définir ce que c'est qu'une démocratie, et puis ensuite préciser pourquoi cette voie présidentielle est est la voie la moins difficile pour faire de la France une démocratie. Alors, qu'est-ce qu'une démocratie? Eh bien, c'est un système où le peuple a le pouvoir. Mais c'est bien clair que le peuple ne peut pas exercer tout le pouvoir. Il a matériellement, les citoyens n'ont matériellement pas le temps de prendre toutes les décisions. Donc, dans une société moderne, où il y a beaucoup de décisions à prendre, la démocratie, ça ne peut pas être que les citoyens prennent toutes les décisions, mais c'est que les citoyens, le démos, a le pouvoir, le kratos, le pouvoir ultime euh, de fixer les règles du jeu politique. Ça signifie que lui, et uniquement lui, le peuple, doit pouvoir modifier la Constitution. Donc toute modification de la Constitution doit passer par un référendum, mais il faut aussi que les citoyens puissent élaborer une proposition de modification de la Constitution sur le sujet de leur choix. Et, et s'ils réunissent le nombre requis de signatures, et bien cette proposition elle est soumise au référendum. Et puis si le peuple accepte, et bien la Constitution est modifiée selon cette proposition citoyenne. C'est ce qu'on appelle le référendum d'initiative citoyenne en matière constituante, ou plus simplement le RIC constituant. Et c'est un système qui fonctionne en Suisse. Et donc pour répondre à la question qu'est-ce que la démocratie, on pourrait écrire de grands livres, mais finalement la version courte en une phrase, c'est de dire la démocratie, c'est le RIC constituant. Et le deuxième point, c'est pourquoi est-ce que la voie présidentielle est la voie la plus facile, ou plus exactement la moins difficile, pour faire de la France une démocratie digne de ce nom, pour instaurer le RIC constituant. C'est parce que, si vous pensez par exemple aux législatives, même si vous avez une majorité de députés qui sont pour l'instauration du RIC constituant, eh bien ça ne suffira pas à l'instaurer parce qu'il faut aussi l'approbation du Sénat. Or, le Sénat, il n'est pas élu par les citoyens.
Donc vous voyez que la voie législative, par exemple, elle est très difficile à utiliser pour instaurer le rite constituant. Par contre, si on prend la voie présidentielle, le président, il peut organiser un référendum pour modifier la Constitution en instaurant le rite constituant. Il demande donc aux citoyens, est-ce que vous êtes pour ou contre cette réforme constitutionnelle qui instaure le rite constituant. Il peut le faire même si l'Assemblée nationale ou le Sénat ne sont pas d'accord. Donc il peut directement soumettre un tel sujet en votation populaire. Alors on vous dira peut-être que non, l'initiative, le référendum d'initiative présidentielle ne permet pas de modifier la Constitution, mais en fait c'est ce qu'a fait De Gaulle, et c'est comme ça qu'il a notamment instauré l'élection présidentielle. Donc c'est cette élection qu'on vient de vivre aujourd'hui, cette élection présidentielle au suffrage universel, c'est une élection qui a été mise en place par un référendum d'initiative présidentielle. C'est De Gaulle qui avait demandé aux Français, est-ce que vous voulez que désormais le président soit élu au suffrage universel? Et Mitterrand ensuite, une fois qu'il était président, a confirmé que c'était une façon correcte de procéder. Évidemment, en principe, il faut utiliser l'article 89 parce que c'est l'article qui parle de la révision de la Constitution. Donc si on veut réviser la Constitution, il faut en principe passer par l'article 89 plutôt que par le référendum d'initiative présidentielle qui est régi par l'article 11 de la Constitution. Mais à titre, disons, exceptionnel, ça a été fait et ce serait une façon légitime d'instaurer le rite constituant. Donc voilà, c'est la voie présidentielle est la voie la moins difficile parce que il suffit, entre guillemets, il suffit d'avoir le président pour ensuite pouvoir soumettre ce référendum sur l'instauration du rite constituant, alors que si on passe par d'autres voies, il faut notamment avoir l'approbation du Sénat qui, lui, n'est pas élu par les citoyens. Voilà, donc ces deux points précisés, qu'est-ce que la démocratie et pourquoi cette voie présidentielle est si importante. Et maintenant, on a, on a raté donc cette élection 2022, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une élection présidentielle en 2027. Encore faut-il être préparé, et c'est là que je vais vous donner cinq pistes par lesquelles vous pourriez contribuer à faire en sorte qu'en 2027, les Français puissent obtenir que la France devienne une véritable démocratie. Alors, le premier point, c'est si vous êtes membre ou sympathisant d'un parti politique, vous avez 5 ans pour essayer de convaincre ce parti ou les dirigeants de ce parti de s'engager de façon crédible à donner le pouvoir au peuple en instaurant un véritable rite constituant. Et ça, c'est très important que vous fassiez cela parce que, au fond, la stratégie présidentielle, ça consiste à avoir des candidats. C'est très invraisemblable, c'est très improbable qu'il y ait un jour un candidat qui parvienne au second tour et qui vraiment au fond de son cœur veuille véritablement instaurer le rite constituant. Ce qui est plus probable et ce qui aurait pu être joué en 2022 si les démocrates s'étaient fait mieux entendre, ce qui est plus probable, c'est que un candidat ne veuille pas véritablement instaurer le rite constituant,
Mais comme il est en compétition avec l'autre candidat au second tour, ou bien parce qu'au premier tour, il est en compétition avec les autres candidats pour accéder au second tour, eh bien, à contre-cœur, il s'engage quand même de façon crédible pour un véritable RIC constituant, pour accéder au deuxième tour et ensuite pour gagner ce deuxième tour. Et donc, il faut qu'il y ait des candidats qui aient une chance d'accéder au deuxième tour, qui s'engagent, qui soient ouverts à cette possibilité de s'engager de façon crédible pour un véritable RIC constituant. Et donc, comme c'est vraiment pas dans leur ADN, c'est important de s'y prendre très en avance. Donc, il faut commencer déjà maintenant pour 2027 à, dans votre parti, si vous êtes militant ou sympathisant d'un parti, à essayer de convaincre ce parti de s'engager de façon crédible pour un véritable RIC constituant. Et soit vous y parviendrez, et c'est vraiment super. Si c'est un grand parti, si c'est un parti qui a une chance d'être au deuxième tour, eh bien c'est vraiment très important. Ça peut faire la différence et vraiment faire qu'en 2027, la France devienne une démocratie digne de ce nom. Et puis, si vous y parvenez pas, eh bien, au moins vous aurez fait ce que vous pouviez pour essayer d'y parvenir. Et puis, vous saurez mieux à quoi vous en tenir sur le plan démocratique concernant votre parti. C'est-à-dire qu'ensuite, en 2027, si votre parti refuse de s'engager de façon crédible pour un véritable constituant, vous avez le choix. Soit vous dites, pour moi, c'est la priorité, donner le pouvoir au peuple, la démocratie, c'est la priorité. Et puis, j'aime bien ce parti, mais s'il ne s'engage pas de façon crédible pour un véritable constituant, moi, je ne vote pas pour lui. Donc ça, c'est si vous mettez vraiment la démocratie en priorité. Et puis, si par contre, vous avez plutôt comme priorité les revendications de ce parti, puis vous dites, bon, ok, il ne s'est pas engagé de façon crédible pour un véritable constituant, mais quand même, ce qu'il porte, pour moi, c'est la priorité. Et bien à ce moment-là, vous soutiendrez, vous voterez pour ce parti-là, malgré le fait euh, qu'il ne s'engage pas de façon crédible pour un véritable constituant. Mais au moins, vous comprendrez pourquoi les démocrates, ceux pour qui la priorité c'est la démocratie, vous comprendrez pourquoi ils ne voteront pas pour votre parti. Et puis ça vous épargnera de vous énerver quand vous verrez des concitoyens démocrates comme vous ne pas voter pour votre parti. Donc dans les deux cas, dans un cas ce serait un grand succès, mais dans l'autre cas ça vous permettrait au moins de mieux vivre cette présidentielle 2027. J'aimerais maintenant citer deux partis plus précisément, entrer plus en détail concernant deux partis. L'un, c'est le parti de Marine Le Pen, qui est donc arrivé au second tour. Et nombreux sont ceux qui diront, Macron était très clairement contre le RIC, alors que Marine Le Pen, durant le débat, d'ailleurs avec Macron, mais aussi auparavant lors d'une conférence de presse, a très clairement dit qu'elle était pour le RIC. Elle a vraiment dit à quel point c'était important que le peuple puisse décider sur des sujets, et pas seulement sur des sujets sur des questions que lui pose le président, mais aussi sur des sujets initiés par les citoyens eux-mêmes. C'est ça, référendum d'initiative citoyenne. C'est des sujets c'est des citoyens qui prennent l'initiative de poser ces sujets en référendum. Et, et donc, beaucoup de militants de soutien à Le Pen vont dire, voilà, elle est vraiment pour le RIC, mais il faut voir que sa promesse, premièrement, n'était pas crédible, parce que juste dire je ferai ça,
c'était pas suffisant en fait, parce que Le Pen avait vraiment une carte qu'elle aurait pu jouer euh, pour attirer à elle ceux qui aimaient ni elle ni Macron, mais qui auraient voté pour le candidat qu'ils auraient pu contrôler grâce au RIC. Mais pour ça, il fallait que la promesse soit extrêmement crédible. Et je vous dirai tout à l'heure comment on peut rendre une promesse crédible, mais celle de Le Pen n'était pas crédible. Et puis l'autre point, c'est que ça concernait le RIC législatif, c'est-à-dire pour initier des modifications de la législation, pour mettre un veto sur une nouvelle loi, mais ça ne concernait pas la modification de la Constitution. C'est-à-dire que Marine Le Pen a l'air d'être opposée à l'idée que les citoyens puissent initier une modification de la Constitution. Et on se demande bien pourquoi, parce qu'elle fait tout un discours favorable au peuple, qu'il faut avoir confiance au peuple, etc. Et on ne voit pas très bien pourquoi dans ces conditions, elle refuse, comment elle explique qu'elle refuse que les citoyens puissent initier une modification de la Constitution. Donc si vous êtes un militant de ce parti, vous avez 5 ans pour convaincre le parti que c'est vraiment pas cohérent comme position et qu'ils doivent s'engager pour le reconstituant et puis s'engager même de façon crédible. Et alors crédible, je vais peut-être préciser maintenant, une façon de rendre crédible, c'est par exemple si vous dites que vous promulguerez le décret qui organise le référendum sur le reconstituant, que vous le promulguez avant les législatives. Parce que à ce moment, les citoyens pourront enfin, attaquer directement le président s'il ne tient pas sa promesse. Et puis ça fait que c'est crédible parce que s'il ne tient pas sa promesse, il sera immédiatement sanctionné lors des législatives par les citoyens. Alors certains disent oui, il sera sanctionné par les citoyens démocrates. Et ça, c'est pour pour qui cette question, elle est vraiment centrale, cruciale, déterminante. Et ça, c'est qu'une petite partie des citoyens pour qui c'est absolument déterminant. Euh, et donc, ça ne serait pas une sanction très, très forte. Mais seulement, il faut voir que si un candidat s'est engagé de façon si solennelle et de façon si précise, parce qu'il faudrait aussi s'engager donc sur une modification constitutionnelle qui serait rédigée, qui contiendrait une modification de l'article 89, donc cet article de la Constitution qui régit les modifications de la Constitution, euh, que ce soit un véritable constituant avec par exemple un nombre requis de signatures qui ne soit pas trop élevé, etc. Il faut que ça soit la première promesse pour que si le Conseil constitutionnel avait des velléités de s'opposer à la tenue de ce référendum sur les constituants et qu'il en soit immédiatement dissuadé. Euh, voilà, donc il faut des choses comme ça, il ne suffit pas de le dire et de le dire très fort, il faut des choses comme ça pour rendre cette promesse crédible. Et là, ce que je viens de vous dire, c'est finalement les trois conditions d'espoirique. Euh, Ils en avaient finalement rajouté une quatrième, c'était de signer un contrat privé par lequel le président le candidat s'engagerait s'il parvenait à la présidence à donner tous ses biens à l'État si jamais il ne tenait pas sa promesse. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut rendre une promesse crédible. Et voilà, donc pour ceux qui sont dans le parti de Le Pen, euh, ils ont 5 ans pour la convaincre de s'engager de façon crédible pour un véritable reconstituant. Et l'autre parti que je voulais discuter spécifiquement, c'est celui de Mélenchon. Et là,
encore, finalement, la France insoumise a soumis au Parlement une proposition de modification de la Constitution pour instaurer le RIC, et beaucoup de militants de la France insoumise considèrent que bien, ça prouve que Mélenchon, la France insoumise et Mélenchon en particulier, s'étaient engagés de façon crédible pour un véritable RIC constituant. Le problème, c'est que cette proposition ne modifiait pas l'article 89, et ça, donc ça veut dire que le Conseil constitutionnel risque à chaque fois qu'il y a un RIC de dire oui, mais en fait, si c'est un RIC pour modifier la Constitution, de dire oui, mais en fait, ça ne permet pas de modifier la Constitution, parce que c'est pas, ça se base sur un article constitutionnel qui n'est pas l'article 89. Donc il faut absolument que la proposition modifie l'article 89, mais l'autre chose, c'est que Mélenchon a dit, finalement, le reconstituant, ce sera la constituante, parce qu'il veut organiser une constituante, ce sera la constituante qui s'en occupera. Et que la France insoumise est peut-être pour le RIC constituant, mais au fond, ça sera l'affaire de la constituante. Et je vais parler tout à l'heure plus précisément de l'affaire constituante, mais pour être disons, le résumé, c'est de dire que c'est pas du tout garanti qu'une constituante instaurerait le RIC constituant dans la nouvelle constitution. Donc il faut véritablement demander, demander spécifiquement un engagement sur le RIC constituant, et qui soit aussi un véritable RIC constituant, donc une modification précise, rédigée de l'article 89, qui instaure le RIC constituant. Et puis l'engagement doit être crédible, comme je l'ai défini tout à l'heure. Donc là aussi, les membres ou les sympathisants de la France insoumise ont 5 ans pour convaincre leur parti, ou les dirigeants de leur parti, de faire en sorte que leur parti s'engage de façon crédible pour un véritable constituant. Alors là, j'ai cité ces deux grands partis, en fait, le deuxième et le troisième, celui qui est arrivé deuxième et troisième dans cette présidentielle. Mais il y a beaucoup d'autres, il y a d'autres partis aussi. Et chaque parti qui s'engage de façon crédible pour un véritable RIC constituant et apporte sa pierre à l'édifice, fait un pas de plus pour obtenir le RIC constituant. Et maintenant, j'aimerais passer à la deuxième piste, et ça, c'est pour ceux qui sont membres d'une association. Alors, une association qui n'a pas nécessairement quelque chose à voir avec la démocratie, ça peut être pour son objectif, ça peut être des améliorations au niveau de l'environnement, ou bien au niveau social, ou bien autre chose encore. Donc, ils ont un objectif très spécifique. Et là, si vous êtes dans une telle association, ce qu'il serait bien de faire, c'est de les convaincre d'ajouter à cet objectif spécifique, d'ajouter le RIC constituant. En disant, vous avez cet objectif spécifique, ça serait plus facile à l'atteindre si vous aviez comme moyen le RIC constituant, parce que à ce moment-là, vous réunirez des signatures, et si vous avez le nombre requis de signatures sur un projet concret, eh bien, il serait soumis en référendum, et si vous gagnez, voilà, ce serait gagné. Donc ce serait un outil très, très utile, et évidemment que si toutes les associations faisaient comme ça, ou si beaucoup d'associations faisaient comme ça, c'est-à-dire en plus de leur objectif spécifique, ajoutaient en deuxième point, on veut aussi le RIC constituant, eh bien, tout ça, ça s'ajouterait. On taperait constamment sur le même clou. Il y aurait une association qui fait quelque chose dans un domaine environnemental, et puis en plus, elle demande le RIC constituant. Ensuite, une autre dans le domaine social, et demande en plus le RIC constituant. Et chaque fois, donc, ça martèle cette exigence d'un RIC constituant, et ça contribuerait à
à faire advenir ce rite constituant. Et bon, alors on me dira peut-être, oui, mais bon, il y a déjà des manifs, donc on n'a pas besoin du rite constituant. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les manifs, bon, ça joue sur le nombre et ça joue comme moyen de pression. Alors le nombre, il faut bien voir que même si vous avez 1 million de manifestants dans la rue, ça reste qu'une toute petite partie des citoyens. Donc le gouvernement peut dire que ben, finalement c'est qu'une minorité et puis, il a toujours beau jeu de prétendre qu'en fait les autres, ou une majorité des citoyens, est en fait contre ce que demande cette minorité qui est dans la rue, et même si c'est une minorité de 1 million dans la rue. Oui. Euh, donc, alors que s'il y a un RIC constituant, ben, il y a un référendum, il y a une votation, et puis ensuite on voit bien, et de toute façon, une fois qu'il y a le référendum, c'est décidé par le peuple, les élus n'ont rien à dire. Donc, et donc c'est bien mieux qu'une manifestation. Et l'autre point, c'est l'aspect pression. Donc quand vous utilisez une manifestation pour faire pression sur le président, sur le gouvernement, ce qu'il faut bien voir, c'est que vous ne pouvez pas vraiment faire pression directement. Ce que vous êtes en train de faire, c'est essayer de faire pression sur vos concitoyens parce qu'il y a une grève ou parce que vous bloquez les rues et les avenues, et puis ben, ça, vous emmerdez en fait vos concitoyens et vous leur donnez une gifle et vous espérez que ben, les citoyens feront suivre cette gifle au gouvernement et que ça va faire pression comme ça sur le gouvernement. Mais si le gouvernement tient bon, eh bien, au bout d'un moment, ce qui risque de se passer, c'est que les citoyens, au bout d'un moment, ils en aient marre et qui rendent la gifle à l'expéditeur, c'est-à-dire à vous. Donc c'est pas du tout garanti que vous arrivez à vos fins comme ça. Tandis que si vous avez le RIC, eh bien vous pouvez directement par le RIC. Et ensuite c'est décisionnel. C'est la décision du peuple, elle s'impose aux élus. Et un tout dernier point, c'est que ben, dans les manifestations, vous risquez de vous faire éborgner. Et tandis que juste récolter des signatures, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà pour cette deuxième piste, pour ceux qui sont membres d'une association avec un but spécifique mais pas lié à la démocratie. Et maintenant, la troisième piste, c'est pour ceux qui sont membres d'une association qui est liée à la démocratie, enfin dont l'objectif est d'œuvrer pour la démocratie. Alors, alors là, j'aimerais souligner un point, c'est qu'il faut que vous regardiez si cette association, elle exige l'instauration du rite constituant. Si ce n'est pas le cas, et c'est souvent pas le cas, alors il y a un problème. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la démocratie, c'est le rite constituant. Donc, une association qui affirme œuvrer pour l'avènement de la démocratie ou pour davantage de démocratie, et qui est contre le rite constituant, ou bien qui simplement n'évoque pas le rite constituant, ou l'évoque comme un truc qui viendra après, euh, eh bien, euh, eh bien, il y a un problème. C'est qu'on peut se demander s'ils sont véritablement pour la démocratie. Et on peut d'autant plus se le demander qu'il y a il y a, il y a des gens qui sont en fait contre la démocratie, mais qui ont compris que le peuple veut une démocratie. Et leur stratégie à ceux-là, c'est de proposer quelque chose qui ressemble à de la démocratie, mais qui n'est pas une démocratie. Et donc c'est pour ça qu'ils proposent, par exemple, quelque chose de participatif. Alors il y a la participation, et- mais c'est la participation un peu cause toujours mais décide jamais. Donc c'est de la participation, mais il n'y a pas de rite constituant dans cette histoire. Et, et là, vous devez, il,
il faut vraiment voir pourquoi il n'y a pas de RIC constituant et essayer de convaincre l'association en question d'instaurer le RIC constituant. Des fois, ça peut être un oubli, juste par mégarde. Souvent, c'est parce qu'en fait, domine une toute petite minorité dont l'objectif est en fait pas d'instaurer une véritable démocratie, mais justement d'enfumer en faisant avancer quelque chose qui ressemble à une démocratie, mais qui n'est pas véritablement une démocratie. Et ben, c'est juste une toute petite minorité, et puis tous les autres, ben, ils ont réussi à les enfumer, et puis ils croient que ça, c'est la démocratie. Plus de participation, mais ils ne se rendent pas compte que c'est en fait pas la démocratie. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est convaincre non pas la minorité déterminée à proposer une pseudo-démocratie, mais cette majorité qui s'est laissée enfumer, essayer de la convaincre à être vraiment pour une véritable démocratie, donc véritablement pour le reconstituant. Et puis, alors si le sujet de cette association, c'est pas vraiment le reconstituant, mais c'est par exemple d'avoir un système plus participatif, ben, il faut voir que le RIC constituant, avec le RIC constituant, eh bien, c'est automatiquement plus participatif parce que, évidemment, qu'une fois qu'il y a la menace euh, d'un référendum, les élus vont d'avance essayer de, de consulter les gens pour être sûr qu'au cas où il y a un référendum sur leur proposition, eh bien, ils gagnent ce référendum. C'est par exemple pour ça qu'en Suisse, il y a toujours de très larges consultations. Euh, Déjà, avant que le gouvernement propose quelque chose au Parlement, avant que ça passe au Parlement, il y a déjà une très large consultation de la société civile. Donc, donc au fond, le côté participatif, il découle automatiquement une fois qu'il y a le RIC. Et si vous êtes dans une association qui se centre sur le côté participatif, alors il faut juste que ça bien l'articuler avec le RIC. Pas que ça vienne en opposition avec le RIC ou en méconnaissant le RIC, mais de dire oui, on veut le RIC et pour commencer le RIC constituant. Et, et puis ensuite, eh bien, vous continuez vos activités pour encourager un système plus participatif, mais en complément, en articulation avec le RIC constituant, et pas en opposition ou en ignorance ou en substitution du RIC constituant. Donc là, ça, c'est un gros travail que vous pouvez faire si vous êtes dans une association qui est comme ça centrée sur le participatif. Je vais donner encore un deuxième exemple, il y en a peut-être encore d'autres. Mais si vous êtes dans une association qui est centrée sur une constituante, et là, il y a aussi un problème. Donc, j'ai touché un tout petit peu la question quand je parlais de Mélenchon tout à l'heure. Euh, Ce qu'il faut voir, c'est qu'une constituante, ben, d'abord, elle doit être tirée au sort pour que ça ressemble plus à une sorte de France en miniature et que ce soit pas simplement une reproduction des partis politiques. Mais ensuite, il faut bien voir que l'affirmation selon laquelle le RIC, une constituante, ben, ça débouchera nécessairement sur un RIC constituant. Enfin, ils vont introduire le RIC constituant dans leur nouvelle constitution. Constituante, c'est c'est une assemblée qui fait une nouvelle constitution. Et, eh bien non, ils ne vont pas nécessairement euh, instaurer le RIC constituant. Et pour le voir, il suffit de considérer la Convention de citoyens la Convention citoyenne sur le climat. Et là, il y a eu une convention, 150 citoyens tirés au hasard. Donc 150, c'est peut-être pas encore assez pour être représentatif, mais
Enfin, quand même, c'est déjà un nombre relativement élevé, tiré au hasard entièrement, donc beaucoup mieux que si c'était des élus. Et ils ont travaillé sur des propositions pour l'environnement, pour le climat plus précisément. Et puis à la fin, ces citoyens qui étaient en fait semblables à leurs concitoyens, puisqu'ils ont été tirés au sort, ce n'est pas des gens qui se sont présentés à des élections en se disant moi je vais me présenter à des élections. C'est vraiment des citoyens tirés au sort parmi d'autres citoyens. Et bien finalement, quand ils ont terminé leur travail, ils ont décidé de ne pas demander que leurs propositions soient soumises au référendum. Ils se sont dit, les citoyens, c'est gueux, il vaut mieux pas, il vaut mieux pas leur soumettre notre chef-d'œuvre là. Non, sûrement pas. Alors ils ont plutôt donné ça à Macron. Ils ont dit ouais, ben, vous en occupez. Vous regardez ça, Macron, il a plus ou moins mis l'essentiel à la poubelle. Donc après les membres de cette assemblée citoyenne s'en sont mordus les doigts, mais ça montre quand même une chose, c'est que même si une constituante est parfaitement, enfin une assemblée citoyenne de façon générale est parfaitement représentative, ce qu'elle n'est pas même, même si elle était parfaitement représentative au début, les membres de cette assemblée peuvent ensuite évoluer au point qu'ils sont tellement différents de leurs concitoyens à la fin qu'ils font même plus confiance à leurs concitoyens. Et ça, mon grand souci, c'est qu'une constituante, donc une assemblée dont la mission serait de rédiger la nouvelle constitution, j'ai un très gros souci que cette constituante se dise, même si au début les membres de cette constituante sont comme les citoyens, ont été tirés au sort parmi eux, ce qui d'ailleurs ne correspond pas à ce que Mélenchon avait prévu. Mais même s'ils avaient tous été tirés au sort, ils risquent, après avoir bien travaillé, considèrent leur chef-d'œuvre, puis ils se disent ben non, nous on ne veut pas mettre là-dedans, dans cette constitution, la possibilité pour les citoyens de rédiger une proposition de modification de la constitution, et puis s'ils ont réuni le nombre requis de signatures, ça passe en référendum, et puis si le peuple accepte, et bien tac, notre chef-d'œuvre est modifié. Donc il y a un très gros risque s'ils se disent que c'est gueux, on ne veut pas que ces gueux modifient notre chef-d'œuvre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre une constituante pour instaurer le reconstituant. On peut, euh, on peut estimer qu'il faut une constituante parce que ça serait une meilleure base de départ que la constitution actuelle. Et donc, ça serait bien d'avoir une constituante. Mais l'articulation ne doit pas, en tout cas pas être, l'articulation entre constituante et reconstituante ne doit en tout cas pas être celle de Mélenchon, qui est de dire ben, la constituante mettra bien un reconstituant à l'intérieur. L'articulation doit être, on commence par mettre le reconstituant, donc le président élu fait un référendum sur l'instauration du reconstituant, et puis bon, la constitution, ça veut dire que très rapidement, parce que si maintenant, par exemple, le président s'engageait à ça, en septembre, il pourrait y avoir un reconstituant opérationnel. Donc ça veut dire que très rapidement, les citoyens pourraient utiliser ce reconstituant euh, pour, euh, pour proposer des modifications. Évidemment que s'il y a une constituante qui vient dans 2 ans, enfin dont les travaux se terminent dans 2 ans, eh bien cette constitution qui est modifiée, c'est la constitution actuelle. Et puis la constituante, elle fait une nouvelle constitution qui sera donc différente de la constitution actuelle. Euh, mais au moins, pendant ces 2 ans, les citoyens, ils auraient pu s'exprimer sur eux-mêmes, sur ce qu'ils veulent dans la constitution. Et pas seulement s'exprimer, mais véritablement changer la constitution en vigueur. Et ça veut dire que quand la constituante vient avec sa nouvelle constitution,
Et qu'ensuite, parce qu'ensuite, il y aurait un référendum sur est-ce que vous acceptez cette nouvelle constitution ou est-ce que vous voulez garder l'ancienne. Et, eh bien l'ancienne, elle serait meilleure. Par exemple, s'il y a le rite constituant dedans, déjà juste ça, eh bien, voilà, la constituante, elle doit au moins faire quelque chose qui gagnerait contre la constitution actuelle, qui a le rite constituant. Et puis s'il y a eu encore d'autres choses qui ont été modifiées, elle serait encore meilleure du point de vue du peuple, en tout cas, puisque le peuple aurait accepté ces modifications. Donc ça mettrait en tout cas ça mettrait en compétition cette nouvelle constitution de la constituante avec une version améliorée de la constitution actuelle. Mais en plus, ça serait un message quand même très clair, disons, ça serait relativement gonflé de la part de la constituante de dire, bon voilà, le peuple a voté pour l'instauration du rite constituant, mais ça c'est l'ancienne constitution, nous on ne le met pas dans la nouvelle constitution. Ce serait gonflé. Je pense que tout à fait possible que les membres de la constituante soient assez gonflés pour faire ça. Donc, c'est pas du tout en soi une garantie, mais en fait, ça fait quand même une incitation parce qu'ils doivent, s'ils veulent que les citoyens préfèrent leur constitution à l'ancienne, il faut quand même qu'elle soit meilleure que l'ancienne. Et puis, c'est quand même un message très clair de la part des citoyens s'ils auront adopté l'instauration du rite constituant et faire la sourde oreille à ça, ce serait aussi un message très clair de surdité. Et, et ce serait déjà une bonne chose. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça parce que, comme je disais tout à l'heure, ça serait gonflé de ne pas tenir compte des décisions, des modifications de la Constitution en vigueur faites par les citoyens. Ce serait gonflé, mais ça paraît tout à fait possible que les membres de la Constituante soient assez gonflés pour faire ça. Donc, à mon avis, il faudrait leur dire, vous faites une Constitution, mais le rite constituant que le peuple vient d'adopter, donc le président aurait lancé le processus avant les législatifs et aurait eu un référendum sur le rite constituant. Je pars de l'idée, puisque 73% des citoyens, selon un récent sondage, sont favorables au rite constituant, je pars de l'idée que ce rite constituant serait largement accepté. Eh bien, ensuite, on dirait, ben, c'est pas le président qui impose ça à la constituante, mais c'est le peuple lui-même qui a décidé ça. Pas du tout une lubie du président, mais le peuple lui-même a décidé ça. Et ces décisions d'instauration du rite constituant s'imposent aux constituants. Donc les constituants vont devoir mettre le rite constituant dans leur nouvelle constitution. Je crois qu'il faut faire, c'est ça la bonne articulation. Et puis, ça veut dire premièrement qu'il y aura le rite constituant à l'intérieur de la nouvelle constitution. Cette fois, on est sûr, parce qu'on l'a imposé aux constituants. Et deuxièmement, le travail de la constituante sera bien meilleur parce qu'ils sauront que quand ils font leur nouvelle constitution, et bien ensuite, les citoyens, bah, s'ils ne sont pas contents sur un point, peut-être ils auront accepté en bloc leur constitution, la nouvelle constitution de la constituante, mais ils pourront ensuite, si tel point ne les satisfait pas, ils pourront le modifier grâce au rite constituant. Et ça, ce serait quand même un peu déshonorant pour la constituante si juste après, sur un point important, les citoyens décidaient de changer la constitution leur nouvelle constitution sur un point important. Donc ça serait, pour éviter de se trouver dans cette situation, ça ferait une incitation pour les constituants d'être à l'écoute du peuple. Donc ça ferait en fait, ça ferait mieux travailler la constituante. Donc voilà la bonne articulation, une meilleure articulation entre la constituante et le reconstituant, et par contre la constitution, l'articulation qu'il ne faut vraiment pas, c'est simplement de dire ouais, ben on fait une constituante et puis la constituante elle mettra sûrement le reconstituant dedans. Ça c'est mauvais. Donc voilà, si vous êtes dans une association qui est pour la démocratie, mais pour eux la démocratie c'est une constituante, alors
vous avez 5 ans pour les convaincre de, de- d'abord de soutenir le RIC constituant et puis d'articuler, puisque c'est une association pour une constituante, ils vont se battre pour une constituante, donc ils ne vont pas forcément vouloir consacrer leur énergie à faire advenir le RIC constituant, mais de dire qu'ils sont pour le RIC constituant et puis d'articuler leur constituante de la bonne façon avec le RIC constituant. Pendant que j'y suis, il y a encore une autre façon d'articuler, c'est de dire la constituante fait des propositions, enfin écrit une nouvelle constitution, et puis cette constitution, elle n'est pas soumise en bloc au référendum, mais simplement des citoyens, puisque je pars de l'idée qu'il y a déjà le RIC constituant qui est instauré, les citoyens peuvent prendre article par article, sujet par sujet, et puis récolter des signatures, et puis utiliser simplement le RIC constituant pour modifier la constitution en vigueur de cette façon-là. Donc ils peuvent utiliser simplement le RIC constituant pour soumettre au référendum les propositions. Là, ce ne serait plus que des propositions de la constituante. Et là, l'avantage, c'est que il y aura un débat sur chacun des sujets avant que ça change la Constitution. Et, et ça prendrait un peu plus de temps que si la Constitution est soumise en bloc au référendum. Mais ce serait sujet par sujet. Et puis, euh, et puis ça ne prendrait pas tellement de temps que ça, parce que, vous voyez, si vous avez, disons, quatre référendums sur la Constitution par année, en 5 ans, ça vous fait 20 sujets déjà. Donc vous arrivez, si vous avez, à la limite, si vous avez 10 sujets sur 10 ans, ça vous fait 100 référendums. Et il y a moins d'articles que ça dans la Constitution. Donc voilà, donc ça serait aussi une autre façon une troisième, disons, façon d'articuler. La première, c'était la mauvaise façon proposée par Mélenchon. La deuxième, c'était celle que je dis tout à l'heure, où simplement le, le RIC constituant est imposé aux constituants, aux membres de la constituante, qu'ils doivent mettre le RIC constituant, ou mettre un certain RIC constituant, celui qui vient d'être adopté, qui aurait été adopté par le peuple, ils doivent le mettre dans la Constitution, dans la nouvelle Constitution. Puis la troisième façon, cette troisième articulation, c'est plutôt euh, où la constituante propose des sujets, enfin propose une nouvelle constitution, mais ensuite c'est soumis article par article, si dans la société civile il y a suffisamment de citoyens qui réunissent les signatures nécessaires pour le faire passer par RIC constituant. Voilà, donc ça c'est si vous êtes membre d'une association qui œuvre pour la démocratie, vérifiez bien que c'est pour que le reconstituant est dedans. S'il n'est pas dedans, s'il ne s'engage pas de façon directe pour le reconstituant, c'est très probable que en fait cette association elle est noyautée par une minorité qui veut une pseudo-démocratie mais pas une véritable démocratie. Mais c'est certainement une petite minorité. La large majorité des membres de cette association s'est simplement fait enfumer. Et vous avez 5 ans pour les convaincre de faire en sorte que l'association approuve un véritable constituant et puis articule le sujet démocratique pour lequel il s'engage, l'articule de façon intelligente avec un véritable constituant. Et maintenant, ça c'était la troisième piste par laquelle vous pouvez contribuer à faire quand la présidentielle 2027 donne la démocratie aux Français. Et la quatrième piste, c'est des associations qui sont spécifiquement
dont l'objectif est l'instauration du rite constituant, et puis, bon, évidemment, le référendum obligatoire pour toute modification de la Constitution. Et là, il y en a notamment... Bon, il y a une nébuleuse, il y a plusieurs associations qui sont pour le RIC de façon générale. Mais là, je vais vous citer maintenant deux associations qui sont se basent spécifiquement pour le RIC constituant. Euh, et qui ont comme objectif ce RIC constituant et le référendum obligatoire pour toute modification de la Constitution. Et alors le premier, c'est Espoiric. Euh, donc ça, ils se sont engagés durant cette présidentielle 2022. Et le deuxième, c'est le mouvement constituant populaire, le MCP. Et là, c'est pas un mouvement qui s'occupe d'élections, mais qui s'occupe d'éducation populaire. Donc la distinction, c'est donc Espoiric s'occupe des élections et le mouvement constituant populaire s'occupe d'éducation populaire. Euh, Il y en a qui disent que l'Espoiric, à travers les élections, il essaie d'éduquer les élus, c'est l'éducation des élus, tandis que le MCP, il fait de l'éducation populaire. Et éducation des élus pour l'Espoiric, parce qu'au fond, la stratégie, ils ont eu une candidate à la présidentielle 2022, c'était Clara Heger, et bon, elle n'est pas arrivée au premier tour, elle a eu 36 parrainages, donc elle n'a pas eu les 500 parrainages pour accéder au premier tour. Mais la candidature Espoiric, son seul objectif, son seul engagement, c'était d'instaurer un véritable reconstituant et puis d'avoir le référendum obligatoire pour toute modification de la Constitution. Et, et puis, alors il y avait justement tout ce qui rendait, d'abord que c'était un véritable constituant parce qu'ils ont rédigé un article 89 qui instaurait le RIC constituant avec un nombre de signatures requis pas trop élevé, etc. Euh, Évidemment décisionnel, une fois qu'il y a un référendum, la décision du peuple s'impose aux élus, etc. Et puis, le, et puis c'était aussi un engagement crédible. C'est justement eux qui ont mis ces conditions dont je vous parlais tout à l'heure de crédibilité, c'est-à-dire on s'engage sur un texte rédigé d'un véritable reconstituant. Le candidat s'engage, s'il devient président, à promulguer le décret pour l'organisation du reconstituant avant les législatives, de sorte à pouvoir être immédiatement sanctionné s'il ne tient pas sa promesse. Troisièmement, c'était sa première promesse pour dissuader toute velléité du Conseil constitutionnel de s'opposer à la tenue de ce référendum sur le reconstituant. Et puis Clara Heger a aussi dit que si elle serait au premier tour, elle signerait un contrat euh, où elle s'engageait à donner tous ses biens au cas où elle ne tenait pas sa promesse. Donc voilà. Et ensuite, Espoiric, donc Clara Heger a eu que 36 parrainages, ce qui est déjà pas mal pour un mouvement qui a démarré il n'y a pas très longtemps, disons, qui a démarré pour cette présidentielle. Mais donc il n'a pas eu les 500 parrainages, n'était pas au premier tour. Donc ensuite, Espoiric a œuvré pour convaincre d'autres candidats, des candidats qui étaient au premier tour, de s'engager de façon crédible pour un véritable reconstituant. Ils avaient déjà réussi à convaincre deux candidats, enfin candidats à la candidature, c'était Marchandise et Langlois. Euh, Ils avaient réussi à les convaincre, mais ils n'ont pas non plus réuni les parrainages. Marchandise a perdu la primaire populaire au profit de Taubira, et puis Langlois n'a pas réuni les parrainages. Donc ensuite, ces deux-là n'étaient pas au premier tour. Donc ils ont réussi quand même
à convaincre un candidat du premier tour, c'est Jean Lassalle, qui s'est engagé donc de façon crédible pour un véritable constituant. Je disais au début, il n'y a qu'un seul candidat qui s'est engagé de façon crédible pour un véritable constituant au premier tour, c'était Jean Lassalle. Malheureusement, il n'avait aucune chance d'arriver au deuxième tour. Et ce qu'il faudrait en 2027, c'est que c'est très bien s'il y a des petits candidats comme ça qui s'engagent de façon crédible pour un véritable constituant, mais il faut aussi parvenir à convaincre des candidats qui peuvent accéder au deuxième tour. Et, et pour ça, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de citoyens qui voteraient pour n'importe quel candidat qui s'engage de façon crédible pour un véritable constituant, et puis qui voteraient pour aucun candidat qui ne s'engage pas pour ça. Donc à ce moment, un candidat sait, si je m'engage de façon crédible pour un véritable constituant, alors j'ai les voix de ces citoyens, et si je ne le fais pas, je ne les ai pas. Et s'il y a suffisamment de citoyens comme ça, eh bien ça fait la différence. Si de façon convaincante on peut manifester le fait qu'il y a un nombre suffisamment important de citoyens qui sont dans ce cas-là, eh bien ça peut faire la différence. Un candidat peut se dire, bon ben, le reconstituant, ça me plaît pas trop, mais je vais quand même m'engager de façon crédible pour assurer un véritable constituant, parce que comme ça, j'ai ces votes, et sinon je ne les ai pas. Je ne les aurais pas juste en étant moins pire que les autres. Il faut vraiment que je fasse cette promesse-là pour les avoir. Donc, si je fais cette promesse-là, je les ai, quels que soient les autres points de mon programme. J'aurai ces citoyens qui vont voter pour moi. Et s'ils sont assez nombreux pour que ça fasse la différence entre être troisième ou être deuxième au premier tour, ben, un candidat à contre-cœur, mais peut quand même s'engager pour faire ça. Euh, c'est un peu comme avec, avec deux mains sales, on peut se les nettoyer en les frottant l'une contre l'autre. Eh bien, c'est un peu ça. On a plusieurs candidats qui veulent peut-être pas le rite constituant, mais on peut ils sont en concurrence les uns avec les autres. Et ça, on peut l'utiliser pour les conduire à s'engager, même si c'est à contre-cœur, de façon crédible pour un véritable constituant. Mais il faut bien sûr que le nombre de citoyens qui sont dans cette position-là, qui ont décidé je vote dans ce cas-là et seulement dans ce cas-là, il faut qu'il soit assez grand pour faire la différence entre être deuxième et troisième au premier tour et puis être premier ou deuxième au second tour. Et, et je pense qu'en 2022, au second tour, ça aurait pu jouer parce que la différence anticipée entre Macron et Le Pen n'était pas si grande que ça. Et je pense que si on avait eu 3% des citoyens qui disaient moi je vote pour n'importe quel candidat, n'importe lequel, qui s'engage de façon crédible, pas juste dire comme ça je suis pour le constituant, mais de façon crédible, pour un véritable constituant, pas juste les législatifs, constituant. Mais s'il y avait, disons, 3% des citoyens qui était comme ça, eh bien, Le Pen se serait certainement dit je vais m'engager de façon crédible pour un véritable constituant, parce que comme ça, j'ai ces 3%, et ça augmente massivement mes chances de devenir, devenir présidente. Évidemment, je serai sous contrôle des citoyens, parce que on sera dans une véritable démocratie où c'est le peuple qui a le dernier mot. Donc je serai sous le contrôle des citoyens, mais j'en sais rien, je ne veux pas lire dans ses pensées, mais peut-être bien qu'elle se dirait je préférerais pas être sous le contrôle des citoyens, mais finalement, il vaut mieux être président sous le contrôle des citoyens que pas être président du tout. Et là, euh, Le Pen se présentait quand même, c'était la deuxième fois qu'elle était au second tour. Elle pouvait anticiper que si elle perd là, c'est peu probable qu'elle soit encore la candidate de son camp en 2027. Donc ça a été un peu maintenant ou jamais. Donc si on avait eu ces 3%, euh, on aurait certainement pu convaincre
Le Pen de s'engager de façon crédible pour un véritable constituant, et il y aurait eu ces 3%, il y aurait peut-être eu d'autres citoyens encore qui se seraient dit, ben, j'aime ni l'un ni l'autre, ni Macron ni Le Pen, mais entre les deux, je, je préfère voter pour le président que je pourrais contrôler. Mais évidemment, tout ça, c'est sous réserve que l'engagement il soit vraiment crédible. C'est pour ça qu'on insiste sur ces conditions de crédibilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, donc voilà, Espoir a donc au premier tour ils ont réussi à convaincre la salle de s'engager de façon crédible pour un véritable RIC constituant. Au deuxième tour, ils n'ont pas réussi. Ils auraient probablement réussi si ils avaient vraiment pu dire voilà, on a 3%. C'est-à-dire si la salle n'était pas assez de 2% qu'il avait avant de s'engager pour le RIC constituant était passé à 5% et que ça soit, disons, vraisemblable que cette différence soit due au RIC constituant, bien, s'il y avait plusieurs candidats comme ça, ou si par exemple, si on aurait été encore mieux, c'est que Clara Heger soit au premier tour et puis qu'elle-même fasse ses 3%, donc comme ça aurait été clair et net. Mais si on avait pu, disons, argumenter, enfin, si ça avait été le cas et que ça était visible que quand on additionne, s'il y avait eu un ou plusieurs candidats au premier tour qui s'engagent de façon crédible pour un véritable constituant et qu'on aurait pu mesurer euh, dans quelle mesure ça c'est dû au fait qu'ils se sont, leur score est dû au fait qu'ils se sont engagés de façon crédible pour un véritable constituant, puis que quand on fait la somme euh, de ce qu'ont obtenu ces différents candidats, de la partie additionnelle qu'ils ont obtenue grâce à leur engagement pour les constituants, on arrive à quelque chose de plus que 3%. Euh, alors à ce moment-là, euh, Le Pen aurait certainement accepté de s'engager de façon crédible pour un véritable constituant. Peut-être aussi un sondage simplement. Oui, un sondage. Est-ce que si Le Pen s'engage pour un véritable RIC constituant, est-ce que vous voterez pour elle? Et si le sondage montrait que ça faisait manifestement la différence entre perdre l'élection et la gagner, euh, elle aurait accepté cet engagement. Donc la partie aurait pu être gagnée en 2022 si, euh, si il y avait eu ce socle de citoyens qui seraient prêts à voter pour et uniquement pour quelqu'un qui s'engage de façon crédible pour un véritable constituant. Et ce socle, ben, en 2022, on l'avait pas. Euh, mais bon, Espoiric a commencé, je, je crois, je ne voudrais pas me tromper, mais je crois à peu près 2 ans avant la présidentielle, ou même moins, je ne me souviens plus exactement. Euh, et donc c'était un peu tard. Là, pour 2027, ben, il continue et il commence déjà maintenant. Donc en 2027, les conditions seront complètement différentes. Euh, et d'ailleurs, pendant ce temps pour 2022, Espoiric a vraiment fait un très gros travail. Euh, Ils ont acquis beaucoup de compétences. Clara Heger, évidemment, la candidate, a fait un excellent travail. Mais en fait, toute l'équipe, en fait, j'ai été actif à Espoiric et j'ai pu voir de l'intérieur l'énorme travail qui a été fait par cette équipe. Et cette équipe continue et va faire en sorte d'être en bien meilleure position en 2027 pour en bien meilleure position d'abord pour leur candidate si c'est nécessaire d'avoir un candidat ou une candidate, mais aussi pour convaincre et surtout pour convaincre d'autres partis, en particulier de grands partis qui ont des chances d'arriver au deuxième tour, de s'engager de façon crédible pour un véritable RIC constituant. Et
Voilà, je voulais juste encore parler Je suis toujours sur cette quatrième piste, mais cette fois, c'est vraiment ceux qui sont centrés sur le RIC constituant. J'ai parlé d'Espoiric, je veux encore dire deux, trois mots sur le MCP, le mouvement constituant populaire, qui lui s'occupe pas vraiment des élections, mais plutôt de faire connaître le RIC constituant, de l'éducation populaire sur le RIC constituant. Et bon, les élections ne sont pas vraiment leur truc, mais ils peuvent pas non plus quand il y a une présidentielle avec des candidats qui s'engagent pour les constituants et d'autres pas, enfin, qui s'engagent de façon crédible pour les constituants et d'autres pas, ils peuvent pas non plus être silencieux. Disons, le socle du MCP, du mouvement constituant populaire, le socle, c'est vraiment le RIC constituant et puis le référendum obligatoire pour toute modification de la Constitution. Donc il n'y a pas d'autre chose, c'est vraiment ça, c'est ni de gauche ni de droite. Enfin, des gens peuvent être de gauche et de droite, ils peuvent venir de tous les horizons, il faut juste qu'ils soient d'accord sur ces deux choses. C'est ces deux choses qui unissent tous les membres du MCP. Et, et, et donc, du moment que le socle, c'est ces deux points, euh, c'est clair qu'ils ne peuvent pas juste rester silencieux au moment des élections, en particulier de l'élection majeure, l'élection présidentielle, s'il y a certains candidats qui s'engagent de façon crédible pour un véritable RIC constituant. Donc, ce que je propose aux membres du MCP, c'est de déjà prévoir maintenant quelle sera leur stratégie pour 2027. Et donc, comme j'ai dit, le MCP, il y a des gens de gauche et des gens de droite au MCP. Donc, ils ne vont pas prendre parti pour la gauche et la droite, mais ce qu'ils peuvent faire, c'est ce qui est dans leur mandat, au fond, le référendum et le RIC constituant, ils peuvent établir une liste pour 2020, donc en 2027, c'est un peu tôt pour établir la liste maintenant, mais ils peuvent dire maintenant ce qu'ils vont faire en 2027. Ils peuvent dire en 2027, on établira une liste des candidats qui s'engagent de façon crédible pour un véritable RIC constituant. Alors, il faut définir crédible. Alors, il y a déjà les propositions d'Espoiric, j'en ai parlé tout à l'heure. Première promesse, texte précis de l'article 89, s'engager donc sur un texte précis de modification de l'article 89, s'engager à promulguer le décret sur l'organisation du référendum sur le reconstituant avant les législatives, etc. Donc ils peuvent reprendre, je crois, ça, à moins qu'ils aient de meilleures idées, mais c'est probablement ça la bonne façon de rendre la promesse crédible. L'autre point, c'est qu'est-ce que c'est qu'on appelle un véritable reconstituant. Donc, je suis sûr que les gens du MCP considèrent que le, la- le nouvel article 89 proposé par Espoir constitue un exemple de véritable reconstituant, ou même la version antérieure qui a été reprise par la salle, parce que la salle en fait l'avait même déjà proposé à l'Assemblée nationale. Et bien que cette version antérieure, elle aussi, elle est un petit peu moins bien, mais c'est quand même déjà un véritable constituant. Donc le MCP peut donner ça comme exemple. Il peut peut-être donner des critères, dire, par exemple, dans l'article 89 de Espoiri qu'il faut 700 000 signatures. Donc, maintenant, le MCP peut réfléchir sur la question de savoir est-ce que si ça demande 1 million de signatures, est-ce que c'est encore un véritable constituant ou bien est-ce que c'est trop haut. Enfin, qu'ils décident eux-mêmes où ils mettent leurs limites. Qu'est-ce qu'ils demandent pour que ce soit un véritable reconstituant. Donc, qui définissent maintenant les critères, qui disent on va faire une liste. Ceux qui ne proposent pas un reconstituant, ils ne seront pas sur la liste. Ceux qui ne s'engagent pas de façon crédible pour un véritable reconstituant, ils ne seront pas sur la liste. Euh, et puis, ils définissent déjà maintenant quels sont les critères pour
que ce soit considéré comme crédible et que ce soit considéré comme un véritable constituant. Et c'est important de le faire maintenant. On peut dire, ouais, bon, bah, attendons 2025. Mais c'est important de le faire maintenant parce que, pour deux raisons. La première, c'est que si le MCP attend 2025, il risque d'être accusé de tailler ça sur mesure pour tel ou tel candidat, en fonction de tel ou tel programme, de tel ou tel parti. Tandis que s'il le fait maintenant, bon, ben, on connaît le programme que les différents partis avaient pour 2022, on sait qui étaient les candidats en 2022, mais pour 2027, on ne sait pas vraiment. Disons, est-ce que Mélenchon sera de nouveau candidat? C'est pas sûr. S'il veut assurer la relève de son mouvement, peut-être qu'il faut voir quelqu'un de plus jeune. Ça, ben, ils verront eux, mais disons, c'est pas sûr que ce soit de nouveau Mélenchon en 2027. Est-ce que ce sera Le Pen? Là, c'est pas sûr non plus, disons. Elle commence à avoir perdu un peu trop souvent pour se retrouver encore en 2027. Est-ce que ce sera les partis? Est-ce que ce sera la France Insoumise et le Rassemblement National? Pas sûr. Disons, la gauche a perdu, n'a pas accédé au deuxième tour parce qu'elle était trop éparpillée. Probablement qu'on va voir un effort d'unification à gauche. Euh, alors, piloté probablement par la France Insoumise, qui est sortie gagnante de ce premier tour parmi les candidats de gauche, mais enfin, qui n'a été pas suffisamment soutenu pour accéder au deuxième tour. Donc il va devoir faire des concessions aux autres partis. Probablement que là, il va y avoir une sorte de refonte ou une sorte d'organisation, d'union, quelque chose à gauche. Et quant à droite, c'est clair qu'il va aussi y avoir une sorte d'union parce qu'il y a déjà il y a Le Pen et Zemmour, il y a donc le Rassemblement national et Reconquête. Donc là, ils ne vont pas se tirer dans les jambes indéfiniment. Ils vont bien sûr, il va y avoir une recomposition, une sorte d'unification. Donc, mais on ne sait pas encore exactement en fait quels seront les mouvements. On imagine bien qu'il va y avoir un gros mouvement à gauche, un gros mouvement à droite et puis un gros mouvement au centre. Disons que mais on ne sait pas exactement quels en seront exactement les contours, les personnes, les programmes, etc. Donc si le MCP fait cette année, définit cette année sa stratégie, dit qu'elle va faire cette liste des candidats qui s'engagent de façon crédible pour un véritable constituant, donne des critères de crédible et de véritable. S'il le fait maintenant, on ne pourra vraiment pas l'accuser de faire indirectement quand même de la politique politicienne en faisant ces critères sur mesure pour un tel ou tel parti. Et puis ça, c'est la première raison pour laquelle le MCP devrait le faire en 2022 déjà. Et l'autre, c'est parce que comme ça, les, ceux qui sont membres d'un parti, ça leur laisse quand même du temps. Ceux qui sont membres du MCP et d'un parti, ça leur laisse du temps pour convaincre leur parti. Et si après 5 ou même 4 ans, disons si c'est en fin 2022, c'est en 4 ans et quelques, ils n'arrivent pas à convaincre leur parti, eh bien, comme je le disais au fond tout à l'heure, c'est leur problème. Quelque part, ils doivent bien comprendre que leur parti n'est pas véritablement pour la démocratie et ils ne doivent pas s'étonner si ensuite le RIC constituant ne met pas leur parti dans la liste des partis qui s'engagent de façon crédible pour un véritable RIC constituant. Donc ça évite des frictions. Je sais qu'il y a eu entre le MCP et certains membres du MCP qui étaient aussi dans la France Insoumise, qu'il y a eu des frictions. Et si on le dit suffisamment à l'avance, ça pourrait éviter ces frictions, parce que ça laisse le temps aux militants du parti, de ces partis, d'essayer de convaincre leur parti. Voilà, donc ça c'était la quatrième piste, et si vous n'êtes pas déjà dans le MCP ou à Espoirit, bah, vous pouvez voir si vous voulez vous, engager dans un de ces deux mouvements.
Et j'arrive maintenant donc à la cinquième piste qui est l'action au niveau local dans vos communes. Alors, bah, vous pouvez contribuer à votre niveau à faire l'éducation populaire. Bah, déjà sur Internet, vous pouvez, bah, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous pouvez en parler sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retweeter des tweets que vous approuvez qui parlent du RIC constituant. Vous pouvez faire circuler simplement l'information. Ça, c'est un peu local, mais local au niveau Internet. Et puis, vous avez local au niveau géographique, disons la commune. Et là, bah, vous pouvez contribuer à faire l'éducation populaire au niveau de la commune. Le MCP fait justement ça, donc vous pouvez voir avec le MCP s'il peut vous aider à faire ça dans votre commune. Euh, alors c'est très utile pour faire connaître le RIC constituant, les avantages du RIC constituant, mais c'est aussi utile pour de tisser des liens avec les maires et dans la perspective de l'élection 2027, puisque je vous ai dit en 2022, la candidate d'Espoir qui a eu 36 parrainages, ça serait bien qu'elle puisse avoir ses 500 parrainages en 2027. Alors ce serait bien, c'est pas absolument. Est-ce que, dans quelle mesure est-ce que c'est nécessaire? C'est-à-dire qu'on peut dire le cœur de la stratégie, c'est pas tellement que la candidate d'Espoiric devienne présidente. Le cœur de la stratégie, c'est de convaincre des candidats qui ont des chances d'être au deuxième tour de s'engager de façon crédible pour un véritable constituant, que ça leur plaise ou pas d'ailleurs, simplement pour augmenter leurs chances d'accéder au deuxième tour, et puis ensuite, une fois au deuxième tour, pour augmenter leurs chances de gagner l'élection présidentielle. C'est ça le cœur de la stratégie. Maintenant, ça peut être quand même utile d'avoir une candidate au premier tour qui s'engage uniquement sur le RIC constituant et sur le référendum obligatoire pour toute modification de la Constitution. Ça peut être utile parce que, ben, premièrement, on ne sait pas. Je veux dire, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez 5 ans pour convaincre votre parti, mais on ne sait pas si vous arriverez à convaincre votre parti. Donc, on ne sait pas s'il y a des partis qui seront convaincus, et en particulier s'il y aura des grands partis, de ceux qui auront une chance d'arriver au deuxième tour. Donc voilà, et donc il ne faut pas attendre, il faut avoir ce plan B de la candidate Espoiric. Et le deuxième point, c'est que même s'il y a des partis qui s'y engagent, même des partis qui peuvent arriver au deuxième tour, si jamais ils ont suffisamment d'avance, ils arrivent à creuser un écart avec le second suffisamment grand gagner, pour penser gagner la présidentielle sans devoir faire cette promesse, il faut vous attendre à une trahison, c'est-à-dire ils vont revenir sur cette promesse parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est très peu probable que se trouve au deuxième tour un candidat qui a vraiment à cœur de, de s'engager pour le RIC constituant. Probablement, il le fera à contre-cœur pour augmenter ses chances de gagner la présidentielle. Et s'il voit qu'il n'en a pas besoin parce qu'il a suffisamment d'avance par ailleurs, bah, il va revenir sur cette promesse. Donc, pour être président, sans être sous le contrôle des citoyens. Donc pour ce cas-là aussi, il faut avoir au moins alors le plan B d'une candidate, au moins au premier tour, d'une candidate espoirique sur le RIC constituant. Voilà, donc c'est utile aussi, ces actions au niveau communal, c'est utile pour tisser des liens et puis en vue d'avoir des parrainages pour une candidate espoirique. Et là, c'était la cinquième piste pour faire en sorte d'obtenir que la France soit une démocratie en 2027. Et
C'est simplement très important. C'est-à-dire qu'une large, comme je disais au départ, une large partie des problèmes que connaissent les Français, une large partie de leur malheur vient justement du fait que c'est pas eux qui décident sur les sujets, c'est une pseudo-élite. Et donc c'est vraiment important de faire de la France une démocratie digne de ce nom, une démocratie où le peuple, le démos, a véritablement le kratos, et en particulier ce pouvoir ultime euh, de décider comment modifier, enfin, de modifier la Constitution, c'est-à-dire que lui et lui seul doit pouvoir modifier la Constitution. Et, et ça, c'est vraiment très important pour que, pour que les choses aillent mieux, pour que, une fois qu'il y a le RIC constituant, eh bien, le peuple pourra instaurer d'autres RIC, par exemple au niveau législatif, pour initier des nouvelles lois, ou bien pour s'opposer, opposer son veto à de nouvelles lois. Il pourra aussi inscrire dans la Constitution certains grands principes politiques. Euh, donc là, il sera vraiment le maître à bord. Et puis, ben, les décisions qui seront prises, elles iront plus dans le sens du peuple que si c'est une pseudo-élite qui les prend en catimini. Donc c'est vraiment important de le faire. En 2022, ça a échoué. Mais quelque part, l'élection 2022, c'est la répétition générale. Il ne faut pas que 2022 se répète. C'est la répétition générale pour 2027. Et là, je vous ai donné 5 pistes par lesquelles vous pouvez concrètement œuvrer pour obtenir, pour que la France devienne une démocratie digne de ce nom en 2027. Alors, si vous êtes membre ou sympathisant d'un parti, ça c'était la première piste. Ensuite, si vous êtes membre d'une association qui a un objectif qui n'a rien à voir avec la démocratie, c'était la deuxième piste. Troisième piste, c'est si vous êtes membre d'une association qui a à voir avec la démocratie, mais qui n'a pas le RIC constituant comme objectif, ou voire qui est même opposé au RIC constituant. Et ça, c'était la troisième piste. La quatrième piste, c'est Espoir RIC et le MCP, ou bien les autres associations RIC, dans ces associations qui ciblent plus précisément le RIC ou le RIC constituant. Et puis la cinquième piste, c'est ben, ce que vous pouvez faire localement, alors localement au niveau de l'Internet, et localement aussi au niveau de votre commune. Et, et ça, c'est vraiment important pour 2027. Et pour que vous puissiez contribuer à ce que la France devienne une démocratie en 2027, parce que la démocratie a besoin de vous, comme vous avez besoin de la démocratie.